Professeur Adama Traoré est le deuxième médecin dermatologue du Burkina Faso. Après sa réussite au baccalauréat en 1976, il entre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour ses études de médecine générale et de spécialisation. Il devient docteur d'État en médecine en 1988 et médecin dermatologue en 1991 après un cursus d'internat et après des stages en France pour acquérir ses connaissances. Il revient au pays et est intégré dans la fonction publique après un certain temps et débute aussi une carrière hospitalo-universitaire. Bien que jeune à l'époque, il a mérité de la confiance des responsables de la faculté qui lui ont donné l'enseignement de la dermatologie. Dr Traoré en son temps veillait donc à bien réussir cette mission et surtout voulait assurer la relève. Il devient professeur agrégé en 2000 à Yaoundé et professeur titulaire en 2005. Chef de service de dermatologie, vénérologie et d'allergologie du CHU Yalgado Ouedraogo, professeur Adama Traoré a voulu faire la dermatologie pour rendre hommage à ses patrons de Dakar qui ont assuré sa formation et aussi parce qu'il a été séduit lors des stages par ce qui se passait dans le service de dermatologie, notamment la discipline et l'engagement de l'ensemble du personnel. Dans la rubrique Chez nous médecins consacrée aux pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine professeur Adama Traoré, un baobab de la dermatologie au Burkina pour revivre cette époque. Alors, quand je suis arrivé, c'est toujours la lenteur administrative. On était deux en réalité. Je suis un des pionniers. Je voudrais rendre hommage à mon grand frère qui est malheureusement plus de ce monde, le docteur Sawadogo Oumarou. Nous avons pratiquement fini la spécialité en même temps, mais lui, il était déjà médecin généraliste ici avant d'aller faire la spécialisation. Donc il a eu l'avantage en rentrant de reprendre ses activités, alors que moi je suis rentré en tant que spécialiste. Il fallait que je suive le processus de recrutement avant d'intégrer la fonction publique. Donc je peux dire que je suis un des pionniers, mais le premier pionnier véritablement c'est Dr Sawadogo Oumarou. Moi je suis le deuxième. Alors pour vous raconter un peu comment était donc cette période, j'allais dire qu'il y a deux sentiments en tout cas qui m'animaient. Le premier sentiment c'est la fierté parce que on vient dans son pays et on se rend compte que la spécialité qu'on a choisie n'est pas connue et qu'on constitue donc le pionnier ou un des pionniers. Donc c'est quand même une fierté d'être pionnier. Mais bien sûr, pionnier, le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'appréhension et un sentiment de est-ce que je serai à la hauteur? Parce que vous savez, un pionnier, c'est non seulement faire connaître ce qu'il est en train d'apprendre, mais également comment attirer l'attention des pouvoirs publics, mais également attirer l'ensemble de ses confrères pour qu'il ne reste pas seulement pionnier. Parce que le pionnier, il n'est vraiment pionnier et bon pionnier que quand il permet à d'autres personnes ou il favorise la venue d'autres personnes autour de lui pour que toute la famille s'agrandisse et que les médecins trouvent que vraiment c'est une spécialité importante. Donc c'était ces deux sentiments-là qui m'animaient, bien sûr, la fierté, mais également le sentiment d'appréhension et de comment faire pour être à la hauteur donc, de cette tâche de pionnier. La première fois que nous avons commencé la consultation à Yalgado, nous étions dans un seul bureau. C'était comme ce bureau-là, tous les services se résumaient à un bureau. Face à la tombe actuelle de Yalgado, là, notre bureau regardait la tombe actuelle. Là. On avait un seul bureau là-bas. Et moi et le docteur Sawadogo, on se relayait pour les consultations. Lui, il avait 2 ou 3 jours de consultation parce qu'il exerçait également à la Tripano. Moi, je venais pratiquement tous les jours et on exerçait comme ça notre art à la fois en médecine externe, mais également on hospitalisait donc nos malades en médecine interne. Donc voilà comment la chose a commencé dans un bureau avec
une activité externe énorme parce que je ne limitais pas les malades. Vous allez voir que si on a la chance d'avoir un patient qui a vécu cette période-là, que les gens venaient malheureusement à 5 heures du matin pour poser des pierres. Mais quand j'arrivais, je disais, bon, tant que les malades sont là, moi je suis disponible, donc je travaillais du matin au soir jusqu'à ce que je finisse les malades qui viennent pour solliciter la consultation. C'est par la suite de ce bureau, nous avons, quand il y a eu des réflexions, on nous a affecté 2 bureaux à l'étage des maladies infectieuses. Et on est resté là-bas pendant 1 à 2 ans, où on continuait de faire notre art, mais dans le service des maladies infectieuses. Mais bon, là, ça avait déjà changé puisqu'on nous avait donné 3 bureaux et on avait un bureau là où il y avait les infirmiers, mais parce que la première fois, là, on était tous ensemble dans le même bureau. Un autre bureau là où on avait les dossiers et un bureau où on faisait les consultations. Voilà un peu comment les choses se sont passées. On hospitalisait les gens dans les salles d'hospitalisation des maladies infectieuses. Je vous ai dit que quand on était face à la tombe avec un seul bureau, c'est chez le professeur Drago que j'avais demandé l'autorisation que si on avait un malade qui nécessitait une hospitalisation, qu'il nous accorde un lit pour qu'on puisse aller mettre le malade là-bas. Et nous, avec nos infirmiers, c'est pas nos infirmiers, avec 1 ou 2 infirmiers, parce qu'on était 2 médecins avec une seule infirmière. C'est ensuite qu'on a eu 2. On montait faire à l'étage, faire nos soins, regarder notre malade, et puis ensuite, c'est comme ça qu'on faisait. Quand on est arrivé aux maladies infectieuses, là, bon, on profitait des lits du service des maladies infectieuses pour nos hospitalisations. Alors, quand je suis arrivé, c'est le docteur Sawargo qui était le chef de service. Moi, j'étais son adjoint. Et il est resté 1 ou 2 ans, et ensuite, il a souhaité repartir exercer à la Tripano. Et c'est en ce moment que moi, j'ai été nommé chef de service. Je pense que c'est toujours avec plusieurs sentiments. Je crois que le premier sentiment, on est quand même fier. C'est sûr que si on est pionnier, il y a une certaine fierté. Ça vous dit que vous avez quand même assez bien réfléchi, vous avez fait bien votre choix et vous allez rendre service à votre pays. Parce que ça, c'est quand même un gros privilège. Donc pour ça, j'avais un sentiment de fierté. Alors, l'autre sentiment, c'est ce que je vous ai dit là, c'est se dire que c'est une grosse charge, ça veut dire qu'il y a un travail au-delà de sa propre personne qu'il faut faire. Et ce sentiment-là, jusqu'à présent, m'habite parce qu'on doit se poser des questions. Quand on est pionnier, on doit se retourner tout le temps pour voir est-ce qu'on draine toujours des confrères avec. Est-ce qu'on participe à ce que les confrères aient une bonne carrière comme vous l'avez eu la chance d'en avoir? Est-ce qu'on fait des émules? Est-ce que je vais un jour, je n'arrive plus à faire la dermato? Est-ce que véritablement la relève est assurée? Et ça, c'est toujours un sentiment qui m'anime. Donc voilà un peu. En tant que pionnier, en tant que ce que je veux, que je continue de vivre donc, dans cette spécialité-là. Comme je vous disais, un pionnier, de mon point de vue, son souci majeur, c'est de bien faire connaître son projet pour lequel il est pionnier, mais surtout de faire grandir donc, ce projet-là. Donc le sentiment de fierté très vite est rattrapé par le devoir de faire connaître et de pouvoir faire des gens qui vont s'engager également dans le métier. Donc ce que nous avons fait, je pense qu'on a procédé d'abord par l'exemple. Nous avons pensé que ce qui était important, c'est que dans un premier instant,
nos patients puissent nous citer donc le service en référence. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, on arrivait régulièrement à l'heure. 2, on ne partait que quand on avait fini de voir les malades. 3, on ne limitait pas le nombre de malades. Et 4, on communiquait énormément avec les malades. Et je pense que cette politique-là a permis que les gens se disent que ça, c'est quand même un service qui voyait les choses autrement. Et non seulement les malades, mais également les étudiants en médecine, par le fait que je commençais également à enseigner à l'université. Ma façon de faire, c'est que je devais donner un bon exemple de façon à ce que les gens se disent cette spécialité est une très bonne spécialité, ça permet de faire de très bons diagnostics et la manière dont c'est enseigné, elle est très bonne, donc peut-être que nous allons faire la dermato. Donc voilà un peu du côté de la population pour faire aimer la dermato et la connaître. Du côté bien sûr des autorités aussi, il fallait travailler pour faire connaître la dermatologie et surtout du côté des étudiants en médecine et des médecins pour qu'ils sachent que la dermato c'est pas simplement une prescription de pommade. J'ai dit si c'était rien que ça, faire des études jusqu'au CM2 suffirait largement. Donc nous avons démontré que c'était une très grande spécialité transversale qui pouvait rendre énormément de services et nous rappelions régulièrement que quand on regarde les statistiques du ministère de la Santé, les problèmes de peau, les plaies et tout ce qui concerne la peau, ça vient toujours en 4e position. Donc je disais aux gens, si vous choisissez cette spécialité, vous allez sûrement être utile à la population parce que la 4e cour de demande de soins dans nos formations sanitaires, c'est les problèmes de peau. Donc voilà un peu comment nous avons procédé pour que progressivement les gens s'intéressent donc à la spécialité. Alors ce que nous avons fini par faire aussi, parce que intéresser les étudiants c'est bien, intéresser la population et les décideurs c'est bien, mais créer un environnement pour faire la spécialisation sur place, ça c'est fondamental. Nous avons mis en place donc la formation de la dermatologie avec l'accompagnement de tous mes confrères et ça a boosté et ça a permis donc que le ministère puisse prendre appui par rapport à ses objectifs dans les différentes régions. Et je pense que ça a permis également de former énormément, pas énormément, former beaucoup de dermatologistes. Cette éclosion, c'est une fierté parce que, comme je vous dis, le deuxième sentiment de se dire est-ce qu'on va être à la hauteur là, ce sont ces résultats-là qui prouvent que, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, en tout cas, ceux qui ont embrassé ce métier dans ce pays-là pour la première fois, semblent avoir fait un bon travail. Parce que la relève est assurée, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on est un, on est ensuite deux et on est actuellement bientôt une trentaine, on s'est dit que à l'heure actuelle, on a apporté un peu plus la dermato à côté de la population parce que, comme vous le savez, le rêve de tous ceux qui soignent et qui apportent des soins, c'est que ça permette aux populations d'avoir accès, ne serait-ce que géographiquement, à sa propre spécialité. Donc je pense que ça c'est une fierté et pour moi, plus le nombre va augmenter, plus je serai sûr que tous les objectifs seront atteints par rapport à la couverture nationale en dermato et que les populations ne vont plus souffrir des grosses maladies parce qu'il y a un dermatologue qui n'est pas. Je crois que le premier conseil, c'est de leur dire que la dermatologie est une spécialité merveilleuse. J'ai l'habitude de dire aux étudiants que le dermatologue peut vous dire dans les jours à venir, vous risquez d'avoir une crise cardiaque.
Et je dis aux cardiologues aussi, faites attention, nous avons la capacité de voir notre organe. Nous avons la capacité de toucher notre organe. Nous avons la capacité, j'allais dire, de sentir notre organe. Parce que quand il y a une modification de la peau, qui a une certaine odeur, ça permet même de faire des diagnostics. Et nous, on est capable de vous dire, la peau est malade de telle façon parce que le rein ne va pas bien, parce que le cœur ne va pas bien, parce que, etc., etc. Donc, dites-moi quelle peau vous avez, je pourrais vous dire quel est l'état de santé de vos organes internes. Et je pense que, véritablement, c'est ça qui, à mon avis, est l'élément le plus important. Je voudrais appeler donc l'ensemble des jeunes médecins à embrasser la carrière de dermatologue. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est des prescripteurs de pommades. C'est vraiment une spécialité où on fait de grands diagnostics, non seulement de la peau malade, mais également on permet à l'ensemble des organes internes de reconnaître qu'il y a une maladie et de faire le diagnostic de manière précoce et de prendre en charge ce qui va prolonger la vie des populations.